Nous allons aborder la question des lois mémorielles qui apparaissent véritablement aux alentours des années 2000. Cette question des lois mémorielles pose la question de la différenciation que les historiens font entre l'histoire et la mémoire. Commençons par des définitions. Qu'est-ce que c'est que l'histoire et comment se fait-elle ? Eh bien, l'histoire se fait principalement à partir d'archives et elle est traitée naturellement par des universitaires, à l'université, par des historiens, mais pas seulement. Il peut y avoir aussi des sociologues, des ethnologues, des anthropologues et autres catégories universitaires. La mémoire relève d'une discussion qui n'est pas nécessairement savante, mais qui vient de la population le plus souvent et de populations qui n'ont pas accès à des archives ou qui n'ont pas pu conserver des archives. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de conservation des archives et de la difficulté à pouvoir les conserver ? Eh bien, ça remonte en réalité à un débat qui est un tout petit peu plus ancien. Dans les années 1990, il y a un grand débat en France avec une partie du monde politique qui entreprend des thèses négationnistes. Ces thèses négationnistes appuyant principalement sur l'idée que les chambres à gaz n'auraient pas existé ou que le massacre des Juifs à travers la Shoah n'a pas été aussi important que ce qui est dit par les historiens à cette époque-là. Ces thèses négationnistes sont en grande partie court-circuitées par un débat d'ordre politique que met en place Jacques Chirac en 1995 en reconnaissant la responsabilité de l'État français dans l'envoi des Juifs de France en Allemagne dans les camps de concentration et d'extermination. Mais ce faisant, le débat qui est posé au niveau du pouvoir politique pose aussi la question de la manière dont on va reconstituer l'histoire des Juifs de France et se pose à partir de ce moment-là la question du lien entre l'histoire et la mémoire. Dans le sillage des réflexions qui ont été faites autour des années 90 sur la question de la mémoire juive, eh bien apparaissent au début des années 2000 ce que l'on va appeler les lois mémorielles. Ces lois mémorielles arrivent avec la loi Guessot, qui est en quelque sorte l'ouverture de la boîte de Pandore mémorielle, parce que cette loi Guessot interdit les propos qui contestent les crimes contre l'humanité. Et à partir de ce moment-là, eh bien, une série de lois, que l'on va appeler les lois mémorielles, vont apparaître. En 2001, la loi sur la reconnaissance du génocide arménien, c'est-à-dire sur ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale dans l'Empire ottoman, eh bien, pose un problème d'ordre politique international en opposant la France à la Turquie, mais invite les historiens en fait à réfléchir sur la manière de reconstituer l'histoire de ces génocides arméniens. Et puis surtout, plus important dans les réflexions qui vont agiter le monde des historiens, eh bien la loi Taubira qui pose comme acquis l'idée que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Derrière ces lois mémorielles de 2001, eh bien, apparaît quelque chose qui est relativement nouveau, l'idée qu'il existe des souffrances collectives, des souffrances de certaines communautés qui n'ont pas été reconnues dans le travail des historiens précédemment, et donc la nécessité, en fait, de pouvoir s'en emparer au titre de la mémoire. Cette question de la mémoire collective, des souffrances de certaines communautés, rebondit en 2005 avec une loi sur les aspects positifs de la colonisation qui va en quelque sorte mettre le feu aux poudres parce que cette loi de 2005 va diviser la communauté des historiens, diviser cette communauté entre ceux qui sont d'accord avec l'idée que la colonisation relève en quelque sorte des lois mémorielles et de cette idée qu'il y a une souffrance des populations dont on devrait s'occuper, et puis une autre partie des historiens qui vont crier à la repentance en estimant qu'on demande en fait aux historiens d'entrer dans un chemin de la repentance, c'est-à-dire d'accepter le repentir des populations qui ont colonisé ou de leurs descendants. Alors naturellement, ces débats vont inviter les historiens à se poser la question de savoir si on doit traiter ces questions au titre de l'histoire, c'est-à-dire avec des archives, ou au titre de la mémoire. De l'idée des communautés victimes, on passe rapidement à l'idée d'un devoir de mémoire pour ces mêmes communautés. Les mots sont posés, mémoire, traumatisme, victime,
Et cette question de l'histoire de ces victimes, eh bien, va nécessiter la mise en place, en fait, dans les universités, de réflexions sur l'histoire-mémoire ou sur la mémoire et l'histoire de ces communautés. Mais dans le même temps, l'université, et en particulier la communauté des historiens, n'est pas très à l'aise avec cette notion de mémoire, tout simplement parce qu'elle ne sait pas particulièrement la mettre en œuvre. Et du coup, cette dimension mémorielle lui échappe quelque peu, mais aussi parce qu'elle est récupérée sur le plan politique. La récupération politique se fait aux différents échelons de l'État, d'abord au niveau national, au niveau du gouvernement, au niveau des conseils régionaux, mais également des conseils départementaux et des communes. Alors de quelle manière on va voir cette histoire mémoire apparaître ? Eh bien on va la voir d'une part dans des musées, donc sous une forme de mémoire muséale, et puis dans l'érection de monuments qui vont permettre en fait à certaines communautés de rappeler qu'elles appartiennent à l'État-nation, à la nation française, et qu'elles ont leur place en fait dans la communauté française.